Esther Saint-Léger, donc j'ai fait aussi une école de management en 2012, celle de Montpellier Business School. J'ai eu mon master en alternance. À l'issue donc de cette formation, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le conseil et la vente de solutions digitales dédiées aux ressources humaines. C'est assez spécifique, donc j'ai une expérience assez développée en négociation, vente et également de l'univers des ressources humaines. Depuis un an, j'ai rejoint Yapuka, le spécialiste de l'entraînement aux oraux et aux entretiens pour les jeunes de 17 à 25 ans. Voilà, donc avec la volonté de me servir de cette expérience de la vente, de la négociation et aussi du monde des ressources humaines, et donc de mettre à profit pour aider les jeunes à intégrer les écoles de leur choix, les aider dans leurs entretiens de stage, d'alternance et également jusqu'à leur premier emploi. Voilà. Et en parallèle, je suis une formation de comédienne professionnelle parce que je suis passionnée par le théâtre et ma volonté est donc de joindre accompagnement professionnel et technique de scène. Voilà. Voilà pour mon parcours. Donc on a réuni, synthétisé 7 conseils en particulier pour aider donc à intégrer un master en école de management et à bien valoriser son parcours et son dossier de candidature. Donc 7 conseils et je vais un peu plus particulièrement insister sur 3 d'entre eux qui me paraissent fondamentaux. Donc la première chose, évidemment, et après je vais détailler ces points-là, donc c'est de respecter la procédure et le calendrier en ligne, évidemment, soigner son dossier de candidature, soigner son CV, marquer les esprits à travers une lettre de motivation personnalisée, préparer à fond son entretien à l'oral, parce que c'est évidemment l'objectif lorsque l'on fait ce dossier de candidature. Savoir parler de ses réalisations et évidemment s'entraîner. Sur le premier point, comme on le disait, donc c'est évidemment pour avant de bien construire son dossier d'admission pour intégrer un master d'école de management, c'est évidemment de respecter la procédure et le calendrier en ligne. Bon, ça paraît assez évident, mais chaque master dans chaque école a ses propres procédures et calendriers. Donc, il faut bien faire attention à ça. Évidemment, éviter de s'y prendre à la dernière minute, puisque, voilà, comme on envoie généralement ces dossiers par mail et sur des sites dédiés, voilà, il peut y avoir une saturation dernière minute. Donc, voilà, s'y prendre le plus tôt le mieux. Donc bien avoir en tête le calendrier, les documents nécessaires, puisqu'encore une fois, parfois pour des masters des masters différents au sein d'une même école, on peut avoir des prérequis différents. Donc il faut bien évidemment être très scrupuleux là-dessus. En termes de dossier de candidature, donc il peut y avoir effectivement des prérequis, des choses qui sont demandées et qui sont généralement souvent les mêmes, hein, donc son dossier académique, une lettre de motivation, son CV. Il ne faut pas hésiter à ajouter des documents de type lettre recommandation, donc ça peut être des recommandations d'anciens maîtres de stage, ou de professeurs. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses qui peuvent venir appuyer son dossier de candidature. Donc il faut pas hésiter à ajouter ce genre de documents, même si ce n'est pas forcément obligatoire ou requis. Voilà. Évidemment, ce qui va être très important, donc, c'est de bien soigner son CV. Donc, faire un CV exactement comme on le ferait pour postuler pour un stage, pour une alternance ou même pour un premier emploi. Alors évidemment, le CV ne sera pas tout à fait le même puisqu'on va vraiment l'adapter en fonction
de qui est-ce qu'on va essayer de séduire, avec qui est-ce qu'on va vouloir avoir un entretien. Donc c'est vraiment très important d'avoir un CV qui correspond et qui correspond à ma cible et à mon objectif. Et qui va être voilà, vraiment sa carte d'identité, si je puis dire, de son parcours académique professionnel. C'est vraiment montrer qui je suis à travers mes expériences, mes compétences et aussi mes hobbies. Voilà. Il doit vraiment donner envie d'en savoir davantage. Voilà. Donc, vraiment distinguer de la lettre de motivation dont on va parler juste après. Mais vraiment, le CV, voilà, c'est vraiment sa carte d'identité. Et la lettre de motivation, c'est voilà, mettre en avant certaines réalisations et compétences spécifiques. Mais l'objectif de ces documents-là, de ce dossier de candidature, c'est vraiment de susciter l'envie, de donner envie à la personne qui va l'analyser d'en savoir plus et de vous rencontrer. Enfin, de se rencontrer pour un entretien, que ce soit en visio ou en présentiel. C'est pareil, l'idée, c'est vraiment de donner envie d'en savoir plus et de se rencontrer. Les caractéristiques d'un bon CV, donc on ne le dira jamais assez, mais c'est de ne pas forcément être exhaustif. En fait, c'est pas forcément d'en mettre le plus possible, mais de plutôt sélectionner ce qui va être pertinent par rapport à notre objectif. Et donc l'objectif, c'est vraiment de donner envie d'en savoir plus, de sélectionner des informations qui sont en adéquation avec ce que je vise et évidemment ce que je suis. Il faut qu'il soit absolument lisible. Donc moi, je privilégie plutôt des formats assez, voilà, plutôt format portrait assez classique en fait, avec assez peu de couleurs. Mais bon, parce que voilà, moi, je préfère les CV plutôt sobres, où il n'y a pas trop de choses qui viennent freiner la lecture. Mais bon, après, voilà, on est libre de le présenter comme on veut, d'avoir évidemment une photo professionnelle. Donc ça, c'est très, 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 très important. Même quand on est étudiant, voilà, une photo avec un fond blanc, pas forcément, enfin, ça peut être pris avec un téléphone hein, sans problème, mais vraiment, il faut qu'elle soit professionnelle, avec une tenue professionnelle. Ça fait vraiment partie de la forme, mais qui est pour moi absolument indispensable. Il faut qu'il soit convaincant, donc avec voilà, le fait d'arriver à mettre en avant vraiment ses points forts, ses réalisations. Hein, donc on n'est pas forcément sur des phrases, mais plutôt sur des tirets qui vont vraiment donner les explications précises des missions qu'on a faites, donc notamment pour la partie expérience professionnelle. Ne pas hésiter à mettre en avant des projets étudiants, des réalisations qu'on a menées dans son parcours académique, puisque on a bien conscience que pour des jeunes, bon, bah, forcément par définition, on a moins d'expérience professionnelle, mais on peut avoir tout de même fait différents stages, des jobs d'été, des petits boulots. Donc ça, évidemment, on en parle. Tout est bon à mettre. Et aussi donc, des projets associatifs, même des activités sportives qu'on fait depuis longtemps, je ne sais pas moi, de la musique, etc. Tout ça, ça dit des choses de vous et il faut évidemment en parler dans son CV et, voilà, et être voilà, assez exhaustif sur toutes ces missions-là parce qu'elles ont vraiment du sens. Donc, c'est vraiment voilà, expérience professionnelle, mais aussi réalisation associative, projet étudiant. Voilà, pas hésiter à mettre ce genre de choses puisque c'est vraiment ce qui va donner la dimension unique et personnelle de votre CV. Et c'est évidemment ce que l'on recherche, c'est d'apprendre enfin, quand la personne lira votre CV, donc dans l'école que vous visez, c'est vraiment voilà, d'avoir après cette lecture se fait très rapide. Hein, en réalité, c'est souvent
quelques secondes, mais pour déjà avoir un petit aperçu de qui vous êtes et envie d'en savoir, de donner envie d'en savoir davantage. Voilà, oui, sur la forme, c'est vrai qu'il y a des choses qui souvent sont oubliées sur le CV. Et pareil, hein, que ce soit un CV pour intégrer une école ou un stage, une alternance ou son premier job, c'est vraiment important de lui donner un titre avec le titre, donc c'est votre objectif. Donc, ça peut être le nom du master visé, avec en dessous une petite, une ou deux phrases explicatives, donc ce qu'on va appeler le chapeau, qui va vraiment détailler très brièvement et de manière très précise qui vous êtes. Donc ça peut être voilà, actuellement diplômé de telle école, je souhaite intégrer ce management dans telle école pour mon objectif, pour devenir expert dans tel domaine. Enfin voilà, après, c'est une phrase assez personnelle, mais c'est vraiment intéressant d'avoir sous le titre, d'avoir cette petite phrase explicative qui va vraiment donner votre objectif et venir rendre encore une fois le CV unique. Et après, c'est du coup les grandes catégories voilà, qu'on retrouvera sur chaque CV. Donc vraiment la partie identité avec votre nom, un numéro de téléphone, mail, vos coordonnées, sa formation, les expériences pro et vos hobbies. Voilà, ça c'est vraiment les choses indispensables. Mais vraiment, n'oubliez pas le titre et le chapeau. Voilà, avec le CV, donc évidemment, on va joindre donc une lettre de motivation, donc a priori indispensable dans tout bon dossier de candidature, puisque là, l'idée c'est d'aller vraiment mettre en avant deux, trois réalisations qu'on aura choisies en fonction de l'objectif visé. Donc c'est vraiment, moi je conseille de mettre maximum trois réalisations dont on a envie de parler et qui vont être bien étayées et qui viennent vraiment motiver votre souhait d'intégrer telle école, tel master. Et voilà. Et donc vraiment de se dire, voilà, je choisis trois choses clés qui, dans mon parcours, dans mes expériences, viennent montrer vraiment qui je suis et qui vont avoir du sens avec l'objectif visé. Voilà. Et la lettre de motivation, ça c'est plutôt pour le fond. Et pour la forme, elle respecte quelque chose d'assez précis, comme le CV, et qui vraiment se décompose en trois parties. Et il y a aussi, je trouve, souvent une partie qui peut être zappée. C'est vraiment la structure du vous, moi, nous. Donc on commence généralement pour susciter l'envie et l'intérêt de la personne qui va nous lire. C'est de parler de pourquoi cette école, pourquoi ce master me plaît. Donc ça implique de s'être renseigné en amont sur, bien spécifiquement, sur le contenu de la formation, sur l'école. Voilà, de vraiment, en fait, c'est de montrer votre intérêt pour cette école-là et surtout de montrer que vous la connaissez, que vous êtes vraiment intéressé à cette formation-là. Donc c'est vraiment la partie du vous. Donc je parle de vous. Voilà, je m'intéresse à vous, donc je vous le montre. Ensuite, la deuxième partie, c'est le moi. Donc je parle c'est là que je vais étayer mes deux, trois exemples, compétences, réalisations dont j'ai envie de parler et qui pour moi ont du sens avec le master que je vise. Donc ça peut être, voilà, on peut parler de sa formation, d'expérience, de projets scolaires, d'associatifs, de jobs d'été, enfin voilà, de ce qu'on veut, mais montrer, faire le lien, quoi. Et ensuite, la troisième partie, donc c'est le nous. Là, c'est vraiment une partie pour expliquer ce que vous allez pouvoir
apporter dans le cadre de cette formation, pourquoi elle est importante et voilà, qu'est-ce qui va faire la différence, pourquoi vous avez vraiment envie d'intégrer ce master. Donc là, on peut être vraiment sur une notion de projection, en disant voilà, ça va me permettre de m'apporter ça. Et moi, ce que je peux apporter aussi dans le cadre de cette formation, c'est voilà, aussi on peut ajouter donc des exemples personnels, mais voilà, il y a une notion quand même de projection et d'avenir. Voilà, donc vraiment le vous, moi, nous. Euh, voilà, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est vraiment important de faire relire aussi cette lettre, qu'elle soit évidemment pas de faute d'orthographe. Et voilà, donc le mieux est de se lire, relire, relire et de se faire aider par d'autres personnes pour voilà, qu'elle puisse vous dire si elle la trouve bien claire et évidemment qu'elle soit synthétique, lisible, qu'elle donne envie et sans faute d'orthographe, évidemment. Donc après cette étape cruciale donc du dossier vraiment de candidature, donc avec son CV, la lettre de motivation, ses lettres de recommandation qu'on va pouvoir venir ajouter à son dossier. Donc une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a donné envie à cette école et au jury, par exemple de cette école, de nous rencontrer. Donc on arrive sur l'étape de l'entretien de recrutement, puisque je le répète, mais l'objectif du dossier, c'est vraiment de susciter cet entretien-là. Donc évidemment, un entretien, ça se prépare. Il n'y a pas de secret, on n'arrive pas en se disant qu'on improvisera et que ça va. C'est hyper, hyper important. Et nous, c'est vraiment ce qu'on explique chez Yapuka et ce à quoi on vous entraîne. Donc de vraiment arriver à maîtriser son discours, son pitch, parce que c'est voilà, c'est la dernière étape avant l'intégration dans l'école, mais la plus importante. Donc la préparation, comment elle se fait? Donc déjà d'identifier voilà, qui seront mes interlocuteurs, de s'être évidemment beaucoup renseigné sur l'école qu'on a visée, le master, et d'arriver à bien identifier dans son parcours ce qui va être intéressant à mettre en avant et à arriver à parler de soi d'une manière synthétique qui donne envie euh, et qui va vraiment voilà, donner envie à la personne qui nous écoute de vous intégrer dans son master. Voilà. L'entretien, donc, il peut se faire de différentes manières, voilà, soit en présentiel, soit en distanciel. Ça ne change pas grand-chose dans tous les cas, on se met dans une posture professionnelle, avec une tenue professionnelle, hein, que l'on soit chez soi ou en face à face, c'est exactement la même chose. Voilà. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais voilà, ça va vraiment être intéressant, en tout cas, et important de bien en amont voilà, le préparer pour voilà, savoir et se dire ce qu'on va avoir envie de mettre en avant. Voilà, il y a pas, enfin, il y a pas une manière de mener un entretien, parce que ça reste voilà, a priori deux êtres humains ou plus qui parlent. Donc l'idée, c'est vraiment de se connaître. C'est toujours un moment où voilà, on parle de soi et, enfin, voilà, je pense que le plus important, c'est de se faire confiance et de bien valoriser son parcours en identifiant voilà, ce qui va pouvoir convaincre la personne qu'on a en face de nous intégrer dans son école. Il y a quand même voilà, des étapes clés
Et notamment la plus importante, c'est généralement la première question qu'on a en entretien qui est présentez-vous. Donc c'est ce qu'on appelle le pitch hein, de présentation. Donc c'est vraiment comment je me présente en 2 à 3 minutes. Voilà. Donc ça c'est vraiment une première question à bien préparer en amont. Donc, ce que je conseille, c'est généralement de l'écrire, donc vraiment quand on se prépare, de le mettre sur papier, ce dont on a envie de parler. Donc, généralement, ça commence par voilà, hein, je m'appelle voilà, Esther, j'ai tel âge. On parle donc de ce qu'on a fait précédemment en termes de formation. Donc là, c'est vraiment quelque chose c'est pareil, hein, c'est pas exhaustif, hein, parce qu'en 2-3 minutes, on va pas pouvoir raconter voilà, toutes ces 15 dernières années, mais vraiment de cibler voilà, ce que j'ai fait qui va être pertinent et qui est en adéquation avec là, mon objectif d'intégrer ce master-là. Donc, j'ai été diplômée de telle école ou j'ai telle formation. On va mettre en avant ses points forts par des réalisations et des choses bien spécifiques. Par exemple, si on a réalisé un stage précédemment, voilà, on va l'expliquer. Donc, c'est vraiment voilà, ce que j'ai fait en termes de formation, en termes d'expérience, de manière synthétique, ce que je fais actuellement. Et là, vraiment une partie plus projection. Pourquoi je suis là en entretien aujourd'hui, pourquoi je souhaite intégrer ce master-là. Donc, ça respecte, à mon sens, une chronologie, plutôt voilà, passé, présent, futur, sur ce que j'ai envie de faire là dans les prochains mois, prochaines années, avec ce diplôme et ce master que je vise. Voilà. Moi, je pense que c'est plus logique de suivre une chronologie, mais voilà, après propre à chacun, parce que de toute façon, il y a pas deux pitchs qui se ressemblent, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très personnel. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit positif, hein, on emploie voilà, des adjectifs et des choses pour se décrire et parler de soi qui doivent vraiment donner envie. Donc, c'est certainement pas le moment de se dévaloriser. Mais l'idée, voilà, c'est d'être synthétique, impactant et de donner envie. Ça peut être aussi l'occasion, le pitch de donner une petite anecdote, quelque chose voilà, qui peut faire la différence sur votre personnalité. Donc ça, il ne faut pas hésiter à donner une petite anecdote. Voilà, l'idée, c'est que ce soit vraiment quelque chose d'imagé et d'agréable, quoi. C'est pas robotique, je me présente, j'ai fait ça. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment c'est de faire la différence avec ce pitch-là. Donc, voilà, faut pas hésiter à y mettre des images et des choses très agréables. Euh, voilà, même si, voilà, comme je disais, hein, donc ça suit vraiment une trame, pour moi, assez chronologique. Mais je pense que c'est très important avant toute chose, de vraiment la coucher sur papier et ensuite de s'entraîner à s'auto-pitcher sans lire évidemment ses notes, puisqu'il faut que ça reste quelque chose de naturel avec vos propres mots. Ça peut être très intéressant aussi de se chronométrer quand on fait cette présentation-là, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop longue, mais généralement, voilà, sur un format 2-3 minutes, c'est ce qu'on attend euh, quand on pose cette question, donc présentez-vous, parce que si c'est trop long, voilà, on n'a plus on n'a plus de questions à poser derrière, donc il faut que ce soit un petit quelque chose qui donne envie ensuite d'en savoir plus. Par exemple, si dans votre présentation, vous avez parlé de telle expérience, de tel job d'été, de telle activité sportive que vous faites depuis, je ne sais pas, 7 ans, vous êtes capitaine d'une équipe de je ne sais pas quoi, basketball, etc. Voilà, on peut en parler de ça. Et puis, la personne qu'on va avoir en face va dire, vous, du coup, dans votre présentation, vous m'aviez dit que vous faisiez ça, vous êtes capitaine de l'équipe, qu'est-ce que ça vous apporte, en quoi vous pourriez faire le lien avec une école de management. Enfin, voilà, l'idée,
c'est de donner envie, mais de ne pas être trop long ni trop explicite. Hein. C'est vraiment un format de 3 minutes. Et donc, s'entraîner à le dire à l'oral et aussi de pitcher, pourquoi pas, devant des personnes de son entourage pour qu'ils vous disent ce qu'ils en pensent, s'ils trouvent que c'est suffisamment clair et que surtout que ça vous ressemble bien. Voilà, donc on insiste beaucoup sur ce point-là chez Yapuka et on vous permet donc de vous entraîner à pitcher de vous entraîner à pitcher et à construire aussi ce pitch pour qu'il soit impactant et qui donne envie. Et donc on arrive sur l'avant-dernier conseil pour donc son dossier, comment valoriser son dossier de candidature pour intégrer une école de management. Donc c'est évidemment de parler de ses réalisations, savoir parler d'expériences, de réalisations qu'on a pu faire et qui, encore une fois, je le répète, concernent à la fois vos expériences professionnelles, en entreprise, en stage, etc., mais aussi des réalisations personnelles que vous avez pu mener dans vos formations académiques. Mais aussi associatives, sportives, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à aller piocher dans tous ces domaines-là. Et donc ça va vraiment être intéressant pendant sa préparation, avant son entretien oral, de vraiment rassembler quelques idées et quelques réalisations pour arriver à bien en parler pendant l'entretien. Et pas que ce soit un truc qui vienne comme ça. C'est vraiment quelque chose de construit et une identification qu'on aura faite en amont. Et donc, comment bien parler de ces réalisations-là? Donc, c'est de toujours donner le contexte de la situation. Donc, une réalisation donc, qu'est-ce qu'elle va concerner? Est-ce que c'était durant tel stage, durant tel projet scolaire, etc. Donc, donner le contexte, donc quelle année, combien de temps, etc. De décrire ce que vous avez fait, ce que vous aviez à faire, donc quel était l'objectif, qu'est-ce qu'on attendait de vous, qui commanditait cette tâche, voilà, donc vraiment le contexte, donc où ça s'est passé, quand, dans quel environnement, quelle était la mission précise, l'objectif qui était fixé, et qu'est-ce que vous avez fait. Voilà. Et il y a quelque chose que je remarque assez souvent, c'est que quand on parle quand vous parlez de réalisation que vous avez menées, vous dites beaucoup le on a fait ça, etc. Mais voilà, ce qui va être vraiment important, c'est de commencer par je, en disant j'ai réalisé telle chose. Alors, on m'a demandé, mon manager ou mon maître de stage m'a demandé de faire ça et j'ai réalisé ça. Donc vraiment, c'est important de parler de soi parce que c'est vrai que quand on le noie dans le du coup, c'est plus forcément très clair sur ce que vous avez fait. Donc, pas hésiter à parler de j'ai fait ça. Et voilà, quand on parle de je, c'est pas forcément ça ne va pas paraître présomptueux. Hein. L'idée, c'est vraiment la personne qui est en face de vous va avoir envie de savoir ce que vous avez fait. Donc, on dit bien je. Donc, le contexte, l'environnement dans lequel j'ai eu une tâche spécifique à réaliser, quelle était donc la mission qui m'a été demandée de faire, les objectifs, qu'est-ce que j'ai fait, et de ne pas hésiter à parler donc des résultats, des performances qui ont été atteintes dans le cadre de cette mission. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode STAR pour parler de ces réalisations, donc avec le S pour situation, comme je disais, S, la situation, le contexte, T pour tâche, donc quelles étaient les missions demandées, A pour action, quelles sont les actions que vous avez réalisées, et R, résultat. Voilà, donc ça peut être un petit moyen mémotechnique pour vraiment bien arriver à parler de ces compétences et réalisations en entretien. Et ça se prépare évidemment avant l'entretien. On en identifie, pourquoi pas, 2, 3 bien précises
pour arriver à en parler durant l'entretien, qui peuvent être ou non déjà des éléments que vous aurez mis en avant dans votre lettre de motivation. Ça peut être les mêmes ou d'autres qui vont justement venir s'ajouter à toutes vos expériences. Voilà. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour des différents conseils que l'on peut donc vous donner pour donc valoriser votre dossier de candidature et pour intégrer donc le master que vous visez en école de management et pour bien gérer votre entretien. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à faire appel à l'un des coachs de Yapuka qui va vraiment permettre, on va vraiment vous accompagner sur des points spécifiques de ce dossier de candidature et évidemment vous entraîner sur l'oral, donc comme je le disais, à bien arriver à pitcher, à parler de vous, à faire la différence et à être à l'aise. Pour vos entretiens. Voilà, il s'agit d'ailleurs d'entretiens pour intégrer donc une école, mais aussi, comme je le disais, pour intégrer un stage, une alternance et jusqu'à votre premier emploi. Voilà, j'espère que c'était clair. Et est-ce que vous avez des questions par rapport à ces différents points que nous avons abordés? Vous avez parlé de la photo de CV, du coup, qui doit être plutôt sobre. Enfin, j'ai des questions là-dessus parce que j'en ai vu différents CV. Et souvent, les plus ennuyeux, disons, c'était les photos qui étaient, où la personne habillée tout en blanc, derrière un fond blanc. Alors que si, par exemple, on prend une photo derrière un paysage, est-ce que ça peut aller, avec un peu, par exemple, un lac derrière, ou quand on est à un bar, mais qu'on est bien habillé, qu'on n'a pas de bière devant soi. Juste une photo un peu plus divertissante, est-ce que ça irait sur un CV? Ouais, alors, moi, personnellement, c'est vrai que je ne suis pas très fan des photos avec justement un fond derrière, parce que je trouve qu'on vient un peu perdre du coup l'objectif de voir vous. Enfin, je trouve que ça vient un petit peu perturber, et encore une fois, je pense que ça vient perturber la lisibilité du CV, parce qu'en fait, ça risque aussi de trop attirer l'attention. Mais après, c'est très personnel. Moi, je trouve que voilà, la sobriété est plutôt de mise. Je disais fond blanc, mais voilà, un fond neutre en fait. Hein, ça peut être quelque chose, pourquoi pas un petit peu plus coloré, mais l'idée c'est voilà, que ça vous ressemble, d'être plutôt souriant a priori, et voilà, plutôt miser sur la sobriété. Mais D'accord. voilà, c'est assez personnel, mais c'est vrai que je vois des photos sur des CV, et bon, pour avoir travaillé quand même dans l'univers des RH, des choses avec voilà, des fonds, des paysages, moi je suis pas très fan. Après, c'est pas rédhibitoire, attention, mais je trouve que voilà, il faut pas porter voilà, l'attention là-dessus, il faut pas que ça détourne l'attention. Voilà. C'est pour ça D'accord. que je me dis que plus elle est sobre, plus on va se concentrer sur le contenu du CV et ne pas attirer l'attention sur trop de couleurs. Même voilà, les CV avec beaucoup trop de couleurs, faut vraiment voilà, rester sobre. Je pense 2-3 couleurs, mais bon, c'est quand même assez personnel. D'accord. Et pour vous, la photo, ça reste un plus, par exemple, comparé à pas de photo? Je pense ouais, que c'est quand même très important d'en avoir une. Et alors, on peut avoir des CV sans photo, mais c'est vrai que ça, là encore une fois, ça peut questionner. Et puis bon, à l'heure des réseaux sociaux, de LinkedIn, etc., c'est vrai que dans tous les cas, voilà, si la personne qui est en face, que ce soit un recruteur ou autre, tape votre nom, enfin, c'est vrai qu'à un moment, on va quand même avoir envie, je trouve, de voir, voilà, de mettre un visage. Donc pour moi, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement recommandé quand même de mettre une photo. Après, entre une photo justement avec trop de couleurs, quelque chose de pas professionnel, franchement, vaut mieux pas de photo. D'accord. Mais, Et pour organiser le CV en lui-même, parce que du coup, moi, j'ai l'impression que le mien, ça fait un peu une liste, disons, description, ensuite éducation, ensuite expérience professionnelle, puis compétences, puis hobbies. Est-ce que ce serait possible de l'organiser différemment pour avoir plus de place? Parce que j'ai l'impression que ça reste très condensé quand même. ouais. Quand tu dis description, c'est-à-dire?
Du coup, j'ai fait comme vous avez dit quelques lignes. Enfin, j'ai envie d'entrer dans votre entreprise pour telle et telle raison. D'accord, ouais. Donc vraiment ça, pour moi, c'est vraiment deux, trois lignes, hein. Je pense deux phrases, tu vois, qui vraiment, voilà, expliquent voilà, l'objectif. Mais c'est pas une lettre de motivation, hein. C'est vraiment voilà, deux lignes sur son objectif. Après, bah, c'est vrai que ça reste enfin, des gros blocs et à l'intérieur de ces blocs-là, voilà, de toute façon, c'est important quand même de lister les missions et les tâches que tu as effectuées ou qui t'ont été confiées. Donc ça reste quand même en bloc. Tu veux dire, enfin, ça fait bloc au niveau de la forme principalement? Oui, au niveau de la forme, oui. Ouais. Puisque du coup, j'ai réussi à mettre des mots-clés pour pas avoir à faire trop de phrases, par exemple, pour Ouais. chaque expérience. Ouais. Donc, Donc, généralement, tu vois, chaque mission commence par c'est intéressant de commencer par un verbe d'action. Tu vois, par exemple, gestion de nanana, enfin, c'est un verbe, mais du coup, gérer tel nanana, organiser, tu vois, commencer par un verbe d'action et c'est pas des phrases vraiment sujet, verbe, complément, hein. Donc, c'est plutôt un listing de mission. Voilà. Tu vois, et idéalement, que ça tienne enfin, que chaque mission peut commencer plutôt par un verbe d'action, tienne sur une seule ligne, tu vois, pour éviter de faire vraiment trop catalogue. Je sais pas si c'est clair. d'accord, ok. Et après, si tu veux éviter ce côté vraiment portrait listing, tu peux faire, on le voit sur certains CV, tu vois une colonne, par exemple, tu peux mettre les hobbies plutôt sur la colonne de gauche, tu vois que ça fasse peut-être quelque chose un peu en deux colonnes, pas forcément moitié-moitié évidemment, mais D'accord, pour éviter oui, que c'est vraiment trop, un peu trop listing, mais bon, après, c'est quand même l'idée du CV, c'est que ce soit, bah, que ça montre quand même que ce soit relativement exhaustif, en tout cas bon, voilà, si on a beaucoup, à voir enfin, si je trouve que ça fait trop, si du coup il y a des choses qui se répètent et si on peut plus synthétiser. Mais bon, après, c'est quand même plutôt relativement bon signe d'avoir beaucoup de choses à expliciter sur ton CV. d'accord, ok. Euh, et oui, sinon, enfin, j'ai juste une question parce que du coup, enfin, j'ai fait un parcours plutôt scientifique. Ouais. Et donc, l'école de management, en fait, je sais pas du tout ce que c'est. Donc, par exemple, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'on fait en école de management précisément? Parce que, enfin, au final, il y a écrit, par exemple, gestion de projet dans tel UE, ou stratégie, ou ressources humaines. Enfin, c'est qu'est-ce qu'on voit en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Alors, du coup, je pense que dans les managements donc, dans les masters pardon, que tu as visés dans les écoles qui t'intéressent, est-ce que voilà, tu as été voir vraiment le descriptif? Généralement, il y a des plaquettes explicatives sur vraiment le contenu des masters. Est-ce que tu as trouvé déjà ce genre d'informations? Oui, j'ai le fascicule du coup, mais du coup, enfin, c'est séparé en plusieurs UE. Donc, je crois qu'il y a du droit, en gros, de l'économie managériale. Puis après, oui, il y a tout ce qui est gestion de projet, stratégie. Mais en fait, ça, on dirait que c'est des heures de cours, mais du coup, je vois pas ce qu'on peut voir en fait précisément. Par exemple, contrôle de gestion. Ouais, c'est vrai qu'après, en fonction des écoles de management et des masters visés, il peut y avoir des choses vraiment différentes tu vois, d'un master à l'autre. Mais c'est vrai que, si je puis dire, c'est tenté qu'il y ait vraiment un tronc commun dans ces écoles-là, mais quand même, c'est vrai que voilà, c'est quand même très diversifié comme formation. C'est vraiment touche à tout. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans cette formation-là. De tous la plupart des services qu'on va retrouver dans les grandes entreprises, hein. Donc, c'est vrai qu'après, il y a en fonction des masters visés, donc ça va être beaucoup plus spécifique sur des matières et des spécialisations en particulier. Mais généralement, voilà, on va vraiment voir euh, comment s'articulent en fait les différents services dans une entreprise, hein, en termes de gestion de projet, de ce qui a trait aux fonctions plus commerciales, marketing, de vente.
de contrôle de gestion, de finance. Donc c'est assez, c'est quand même un panel qui est assez large. Et en tout cas, moi, dans l'école dans laquelle j'étais, donc à Montpellier, il y avait pas mal de personnes qui venaient de filières scientifiques. Et c'est vrai que je trouvais ça très intéressant parce que finalement, elles s'y retrouvaient aussi sur des matières, etc., où il y avait quand même, en tout cas moi, dans celle dans laquelle j'étais, des mathématiques appliquées. Donc voilà, ça faisait un petit peu le lien avec les formations scientifiques. Mais après, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très très large, hein, parce que ça peut aller jusqu'à effectivement du marketing, du contrôle de gestion, de l'analyse financière. Voilà, donc c'est des services assez spécifiques qu'on va retrouver généralement voilà, dans les grandes entreprises, qui sont plutôt l'univers enfin, c'est assez large, hein, enfin, des univers tertiaires, voilà, de tous ces services-là, hein, du marketing aux ressources humaines, en passant par la vente, par l'analyse financière. C'est vrai que ça va être c'est un panel assez large. Mais après, en fonction du master en particulier, du coup, ce sera quand même plus appliqué sur certaines de ces spécialisations-là. Je sais pas si c'est très clair. D'accord, ok. Et juste pour les cours de droit, parce que ça m'inquiète un peu, enfin, est-ce qu'il faut se préparer, enfin, puisque est-ce que c'est un peu compliqué, n'ayant pas fait de droit avant? Oui, je suis juste en train de me demander, c'est vrai que dans mon master, moi, j'avais pas de droit, mais j'en avais fait avant. Euh, D'accord. mais de mémoire, je crois qu'on n'avait pas fait de droit, mais j'en avais fait dans ma formation avant, parce que j'avais fait un DUT. Euh, mais dans tous les cas, enfin, sois rassuré sur le fait que euh, vous allez reprendre les fondamentaux de ces différentes matières-là, que du coup, vous n'avez pas forcément tous le même background, et c'est ça qui est aussi hyper intéressant et hyper riche dans ces formations. Je dis, il y avait plusieurs personnes qui venaient de... Alors, c'était pas une majorité, évidemment, les personnes qui venaient d'univers plutôt scientifiques, mais en fait, elles avaient aussi voilà, leur atout, et elles étaient... enfin, elles avaient vraiment quelque chose à apporter. Voilà, c'est aussi ce qui crée la richesse dans ces masters-là. Tu vois, c'est un moment, parce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe, de gestion de projet. C'est vrai qu'on ne peut pas dit, mais moi, c'est ce qui m'a marqué dans ces formations-là. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant d'arriver à travailler en groupe et que chaque personne ait ses propres expériences, ses atouts à mettre en avant, enfin, dont elle va se servir dans ses projets à mener à plusieurs. Et donc, c'est beaucoup plus riche si on n'a pas si on n'a pas le même background, quoi. Euh, En tout cas, enfin, les personnes qui venaient d'autres types de formations avaient aucune difficulté à suivre le master. Après, c'est vrai que voilà, bah, il y a des choses, peut-être voilà, tout ce qui est contrôle de gestion, bon, bah, le droit, comme tu le disais, quand on en a fait avant, forcément c'est mieux, mais en fait, c'est aussi adapté pour les personnes qui n'en ont pas fait. Alors, ça va peut-être aller un peu vite, mais il faut arriver à rattraper les wagons. Mais ça, finalement, c'est aussi propre à chacun, il y a sa motivation. Donc, enfin, franchement, ne sois pas inquiète là-dessus, quoi. Donc, ça vaut vraiment le coup de tenter l'expérience. En tout cas, de tenter de postuler pour ces types de master. Fais le maximum vraiment sur ton dossier, etc. Et puis sache que ton parcours pourra vraiment faire la différence en entretien. Donc il faut de toute façon miser là-dessus. C'est un atout, c'est une force en fait que tu viennes d'un autre univers et qu'a priori ce soit pas linéaire, si je puis me permettre. Moi, je trouve que c'est évidemment là-dessus qu'il va falloir jouer et que tu mettes en avant vraiment ce parcours-là, quoi. D'accord, bah, merci, ça me rassure beaucoup. Merci. Ouais. Est-ce que tu Euh, as... Sinon, juste par curiosité, parce que je me suis toujours demandé, enfin, du coup, vous faisiez quoi en tant que gestionnaire en ressources humaines
Du coup, c'était à Nestlé, c'est ça? Du coup, c'était quoi, pardon? Je sais pas. Pardon, c'était à Nestlé, si j'ai bien compris, que vous faisiez ressources humaines. Moi, j'entends pas la fin de. Est-ce que c'était à Nestlé que vous faisiez ressources humaines, gestion des ressources humaines? Chez Nestlé, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai cru lire Oui, sur. oui, oui, c'est sûr. Ouais, ouais, j'étais pas sûre de bien comprendre. Alors, Nestlé, c'était en alternance, en fait. J'ai donc c'est quand j'ai fait mon master en alternance, en fait, que je travaillais chez Nestlé. Mais c'était pas dans l'univers des ressources humaines. J'y suis venue après. Nestlé, c'était vraiment sur c'était du marketing appliqué aux enseignes, à la grande distribution. Donc c'était voilà, donc vraiment marketing, grande distribution, donc avec mes interlocuteurs donc étaient bon, toutes les enseignes de grande distribution qu'on connaît. Et c'est donc après cette expérience que j'ai bifurqué dans l'univers des ressources humaines. Mais enfin, mes clients en fait et mes interlocuteurs étaient donc des DRH. Moi, mes missions, c'était vraiment de la vente de solutions dédiées aux ressources humaines. Voilà, donc c'est plutôt une expérience commerciale. Hein. Donc, je suis plutôt passée du marketing, de la grande distribution, euh, dédiée aux ressources humaines. Donc c'est vrai que là, il y a eu un petit virage. Mais à la base, voilà, mes expériences sont plutôt voilà, liées à la vente, à la négociation, au conseil. Voilà, je suis assez euh, experte de tout ce qui est vente sur des process assez longs et complexes puisque je travaillais donc avec des cellules RH, donc des directeurs des ressources humaines, et je travaillais aussi avec des intermédiaires. C'est-à-dire que c'était une relation commerciale tripartite. C'est un peu spécifique. Je travaille à la fois en canal direct et en canal indirect. Tu verras peut-être voilà, ces spécificités en école de management sur voilà, des processus de vente, on appelle des processus de vente longs ou complexes. Voilà. D'accord. C'était, Merci, enfin, vous m'avez appris beaucoup de choses ce soir, je pense. Merci. d'accord. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. J'espère qu'on a pu t'aider. Puis je te souhaite bah, bon courage pour tes recherches et pour tes dossiers donc, de candidature en école. Et voilà, et donc n'hésite pas à faire appel au réseau Yapuka si tu as besoin de travailler des choses spécifiques dans ton parcours et t'entraîner pour tes entretiens.